Bienvenue dans Près de chez vous, tous les jours à 17h. Cette émission vous fait découvrir notre région comme vous ne la connaissez sans doute pas. En plateau, nos journalistes échangent avec leurs invités pour porter notre regard sur la culture, le sport côté vestiaire, l'innovation et l'environnement ou bien même le patrimoine touristique de la région. Bonjour Marion. Bonjour Jean-François. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors dans un instant, on va vous retrouver avec vos invités. Près de chez vous, sur le COS du Larzac, nous allons nous intéresser à la démarche innovante d'un jeune éleveur, Nicolas Braik. Depuis quelques années, il se sert de la broussaille pour produire un engrais naturel et de l'énergie thermique. Une énergie dont il se sert déjà chez lui comme unique moyen de chauffage. Il est convaincu que demain, son système pourrait profiter à toute la région. Avant de retrouver Marion donc, et ses deux invités pour débattre du sujet, je vous propose de regarder son reportage. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. On est ici chez vous, on est sur le COS du Larzac. Vous êtes le créateur du Buxor. Le Buxor, c'est plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est? Alors le Buxor, c'est d'une démarche agro-sylvo-pastorale. Ça consiste à replacer la broussaille au cœur de l'activité agricole en utilisant l'énergie solaire contenue dans la broussaille. On va vous équiper d'un petit micro et on va partir avec vous. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti? Alors là, on va aller voir une démonstration de la machine pour comprendre comment on va récolter cette broussaille en milieu difficile. On a essentiellement du buis. Dans l'inconscient collectif et dans l'historique humaine, c'est la plante qui fertilise les sols. Est-ce que cette façon de valoriser la broussaille, c'est possible de le faire avec n'importe quel type de végétation? Tout à fait. On peut utiliser toute la végétation existante, romarin, arbousier, chêne vert, chêne blanc, conifère. Il n'y a pas de procédé qui bloque. Donc on peut vraiment l'expérimenter sur l'ensemble de la région et puis après le reporter sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment un bol expérimental. D'accord. On coupe à ras du sol. L'ensemble du système racinaire de la plante va perdurer et on va avoir une repousse pour les générations futures. La broussaille, c'est ce qui pousse le plus en abondance sur la terre naturellement. Les sols actuellement sont très mal compris et très mal utilisés. On est allé trop loin dans la chimie. Maintenant, il faut retourner vers un sol équilibré qui est le sol du sous-bois forestier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de notre production est basé sur du pétrole. C'est-à-dire que lorsque vous créez un engrais chimique, il vous faut 6 tonnes de pétrole pour créer 1 tonne d'engrais chimique. On se doit de trouver des solutions. On se doit d'avoir cette transition énergétique agro-environnementale. On doit à tout prix prendre, nous, notre génération, les choses en main pour réparer les erreurs d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut les juger. Il faut juste dire le constat, il est le suivant. La Terre pardonne si on prend les bonnes dispositions au bon moment. Sur du Buxor, on cultive et on a plus de production que sur des engrais chimiques. Si vous voulez, c'est comme un manteau. Vous êtes protégé par ce manteau, qu'il soit hiver ou été. Et ce manteau va garder l'ensemble de l'humidité nécessaire à la croissance de vos plantes. Ici, on fait ce qu'on appelle du pré-compostage. On capte l'énergie, la chaleur générée par ces tas pour chauffer l'ensemble du bâtiment. Vous pouvez observer, donc si on gratte sous la couche, on va tomber sur une couche beaucoup plus humide. Et plus on gratte, plus c'est chaud. Vous pourrez observer, il y a de la fumée qui sort. Et donc là, je vous invite à mettre votre main. Vous allez vous rendre compte de la chaleur. C'est une vraie énergie disponible qui est gratuite, offerte par la nature. C'est vraiment l'énergie de demain. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce procédé. Et surtout, ce qui est intéressant et qu'il faut relever, c'est que ça marche la nuit. Ça marche quand il pleut, ça marche quand il neige, ça marche quand il y a du vent, ça marche tout le temps. Sur ce territoire, on pourrait chauffer tous les foyers du Languedoc-Roussillon. Ça ne poserait aucun problème. La plus gros souci technique, c'est de la répartition de cette chaleur. Et n'oublions pas que dans nos vies qui sont très chamboulées, avec beaucoup d'interrogations et autres, notre principal intérêt, c'est de remettre de la vie dans nos vies.
Et le buis, le bois, bref, nos arbres en général, sont-ils l'énergie de demain? Vaste question et qui ne manque pas d'élan. En tout cas, on vous retrouve Nicolas Braic, bonjour. Bonjour. On vous voit dans le reportage. Vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à exploiter cette ressource qu'est le buis et comment peut-être on pourrait l'utiliser à plus grande échelle. À vos côtés, Yves-Alain Liénard, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le vice-président d'Enercop LR. Donc Enercop est un fournisseur d'électricité verte. Qu'est-ce que ça signifie et comment fonctionne votre structure? Alors, Enercop, en fait, est un fournisseur, effectivement, d'électricité. Donc, nous produisons et nous fournissons, c'est-à-dire que nous faisons... Notre principal concurrent, c'est EDF, tout simplement. On fait le même métier. Vous êtes le concurrent écolo d'EDF, en quelque sorte. C'est peut-être un résumé. Si l'on peut dire, d'un côté, on fait effectivement la même chose. C'est-à-dire qu'on produit de l'électricité, on la revend, on a des producteurs, des consommateurs. Mais notre différence, vraiment, c'est dans la manière de le faire. C'est que nous, après, on ne travaille que sur du renouvelable, exclusivement des énergies renouvelables que nous pouvons tracer. On connaît exactement nos producteurs, on sait d'où vient cette énergie. Je peux vous emmener directement sur des sites où elle est produite. Et de l'autre côté... C'est ça, pardonnez-moi, c'est ça oui. La différence, c'est que le client qui s'approvisionne chez vous, vous pouvez l'emmener chez la personne qui est à la source de cette énergie. Absolument. Absolument, donc on a une traçabilité complète de ce côté-là. Et le deuxième point, c'est tout simplement que nous sommes une coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, nous mettons... Ce n'est pas l'argent qui va nous guider directement. L'objectif de la société, ce n'est pas sur l'argent. L'argent est un moyen en fait que le maximum de personnes puissent se réapproprier justement leur manière de faire avec l'énergie, avec l'électricité en particulier, avec toutes les autres énergies aussi. Vous faites partie de ce qu'on appelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est un terme qu'on commence à entendre davantage qu'avant, qui est encore un peu lourd à comprendre. On en parlera tout à l'heure. Vous vous approvisionnez auprès de quelles sources d'énergie? Donc des centrales photovoltaïques? Alors en fait, on a du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, du biogaz, du méthane aussi. Et toutes ces personnes donc, vont être directement identifiées. On a aujourd'hui une centaine de producteurs en France qui nous apportent leur électricité. Est-ce que vous vous approvisionnez par exemple chez Nicolas qui crée de l'énergie thermique avec la broussaille? Là, je peux lui laisser répondre, mais c'est pas encore, c'est pour bientôt. Alors, moi, je suis coopérateur, c'est-à-dire que j'achète mon électricité à Enercop. Et l'idée à terme, c'est de faire un premier pilote sur mon procédé de production de chaleur calorimétrique à base de la broussaille avec Enercop. Donc, on a déjà le maire de la commune qui est intéressé de chauffer l'école et la mairie. D'accord, donc ce serait peut-être possible de collaborer ensemble et peut-être qu'à terme, vous irez vous approvisionner en énergie, en tout cas chez Nicolas. On va en parler de tout ça, on aura largement le temps. Nicolas, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur votre démarche, parce que vous êtes arrivé sur le COS du Larzac, donc partie héroltaise, la partie que vous appelez boisée, il y a environ 7 ans. Et vous êtes arrivé sur le COS du Larzac pour élever des cochons. Alors, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au buis? Alors, il faut savoir que je suis sur un domaine complètement vierge. On a installé cet élevage de cochons biologiques plein air en extensif sur une situation un peu anecdotique, c'est-à-dire d'offrir le maximum d'espace à ces cochons. Et lorsque vous offrez ce maximum d'espace, vous avez des animaux très heureux, mais en contrepartie, ils se dépensent beaucoup. Et donc, j'ai fait, comme beaucoup d'éleveurs en agriculture biologique, j'ai fait, on va dire, la souffrance de l'augmentation des céréales, du prix des céréales, qui m'a, on va dire, engagé vers une résonance agroécologique globale, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on avait le plus proche possible autour de la ferme qui me permettrait à ces cochons de pouvoir survivre et de pouvoir s'épanouir. De pouvoir surtout être nourris, parce que vous les nourrissiez en partie de céréales, le prix des céréales augmente, donc vous êtes financièrement un petit peu bloqué, vous devez trouver d'autres moyens de nourrir votre bétail. Tout à fait. Et alors, une des ressources principales, c'est l'espace en fait. Et lorsque vos animaux n'ont pas assez d'espace, ils ne trouvent pas assez de nourriture sur place. Et donc, la première action directe de ce projet que vous avez pu voir au reportage, c'est d'ouvrir l'espace, c'est-à-dire de donner de l'espace à des animaux qui ne pouvaient plus y aller. Et une fois qu'on a augmenté cet espace, on a augmenté déjà notre valeur nutritive sur place. C'était vraiment la première démarche. La première démarche qui est vraiment, vraiment très active sur les troupeaux de moutons. C'est là où on le voit le plus rapidement, sur les bovins, tous les herbivores. Le cochon étant un omnivore, il fallait trouver une étape supplémentaire.
Et donc, quelle alternative aux céréales avez-vous trouvé, Nicolas? Eh bien, écoutez, moi, je suis un amoureux des insectes et il se trouve que sur notre beau plateau du Larzac, on a beaucoup de cétoine dorée, un petit scarabée brillant que les gens connaissent. Et il se trouve qu'il fait une larve blanche qui se nourrit de bois mort, j'insiste sur ce point, hein, donc saproxylophage, qui mange du bois mort. Et en fait, on a trouvé une façon de transformer le bois en protéines. Donc du coup, on peut libérer des surfaces céréalières à destination d'alimentation humaine, et ces surfaces céréalières en fait vont permettre d'être libérées, d'engendrer d'autres cultures, mais nous on va transformer le bois en protéines pour nourrir ces cochons. Alors quand vous dites transformer le bois en protéines, c'est pas totalement vrai, c'est simplement que les larves se nourrissent de ce bois en décomposition et donc ces larves sont aussi une nourriture pour les cochons. Tout à fait, et elles n'ont pas que des protéines, c'est l'aliment le plus complet de cette planète. On parle beaucoup des insectes comme la nouvelle solution pour nourrir les générations futures. Il se trouve qu'avec mes recherches, je peux vous le confirmer avec les tableaux de la FAO, le Fonds pour la nutrition mondiale, l'alimentation mondiale, on a vraiment un historique et on sait que la larve d'insectes saproxyophages est vraiment un aspect. Par contre, là où j'apporte une vraie innovation, c'est que j'ai trouvé un moyen de la produire en quantité suffisante et de façon écologiquement responsable. D'accord, alors on va voir ça. Donc pour résumer, au départ, vous vouliez trouver un moyen de nourrir vos cochons autrement que par des céréales. Vous avez donc décidé de récolter du buis pour pouvoir élever des insectes qui se nourrissaient de ce buis qui se décompose, qui font des larves et les larves nourrissent les cochons. Voilà, vous avez trouvé la boucle. Et tout ça vient du soleil. D'accord, alors avant de rentrer dans le détail, je vous propose de voir un extrait et vous le verrez, la boucle est bouclée. Alors ici, on est sur la partie élevage de larves. Donc l'idée, c'est de transformer du bois en protéines. Aucun système tel qu'on le conçoit en pétrochimie ou chimie globale ne sait faire ça. Nous, on est arrivé par ce petit coléoptère qui s'appelle la cétoine dorée. Donc ici, vous avez l'adulte, ils sont dans des bacs, ils se reproduisent, ils font des œufs. Et puis ici, vous avez la larve qui, elle, va nourrir les cochons, les humains et les volailles. Et alors vous pouvez observer que quand elles ont fini de manger tout le buis, il vous reste ces merveilleuses petites crottes. Donc c'est les crottes de larves, c'est du larvicompost. Et ça, c'est l'engrais organique le plus puissant de cette planète. Alors Nicolas, les crottes de larves, un nouvel engrais, puisque suivant le reportage, on était resté sur le Buxor, donc le compost de buis qui est de l'engrais en fait. Là, vous proposez autre chose, ce sont des crottes de larves. Alors les crottes de larves, en fait, il se trouve que c'est un des engrais organiques les plus dispensables dans le temps, c'est-à-dire que c'est un engrais très riche mais qui ne brûle pas les plantes. Alors, petite précision, engrais organique, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire naturel, tout simplement. Donc nous, l'appellation en France, c'est biologique, mais au niveau mondial, c'est organique. Donc l'idée, c'est d'apporter à la plante on va dire un engrais 100% naturel qui va pouvoir se mobiliser au cours de plusieurs années en fonction de l'apport d'eau et de la nécessité de la plante. Et le Buxor, en fait, est plutôt un restructureur de sol, c'est-à-dire qu'il va permettre de recréer l'humus forestier nécessaire à la vie des sols. Donc on a une boucle vertueuse dans Alors, le Buxor, c'est donc à la fois le nom de la machine qui vous permet de couper le buis et aussi le résultat de cette coupe, de cette récolte, donc le compost de buis. C'est vrai qu'on voit un petit peu partout en France et dans le monde des initiatives fleurir de plus en plus qui concernent l'agroforesterie, l'agroécologie. En fait, c'est un système qui est pratiqué dans certains pays, notamment en Amérique centrale, depuis très très longtemps. Est-ce qu'il s'agit de remettre au goût du jour des pratiques ancestrales? Tout à fait. En fait, la broussaille a toujours fait partie de l'activité humaine. Lorsqu'on a commencé à sédentariser, on a utilisé la broussaille pour amender des sols, pour pouvoir cultiver à côté de points d'eau là où il n'y avait pas assez de sol. Et en fait, c'est un procédé qui a été plus ou moins oublié. Nos anciens avaient la force de savoir bien observer la nature et ils avaient vu que dans la nature, en fait, ce qui faisait le sol le plus équilibré, c'était les grandes forêts. Et ces grandes forêts, en fait, déposent chaque année énormément de matière et cette matière engendre un humus forestier sur une plus grosse échelle que ce que je fais. La matière, c'est les feuilles? Les feuilles, les branches, l'ensemble de toutes les arbres qui peuvent tomber et autres. Et ça génère en fait la pyramide alimentaire des sols. Les sols ont essentiellement besoin de lignine. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais n'ont pas besoin d'engrais chimiques.
qu'est-ce que la lignine? Alors la lignine, c'est la molécule organique comprise dans la plupart des végétaux ligneux, c'est-à-dire des végétaux qui se tiennent, qui ont une structure, une ossature solide. Et c'est-à-dire des bois denses. Voilà, bois dense. On peut la retrouver dans certaines essences plus fragiles, mais c'est une molécule très complexe. C'est-à-dire que la nature se sert de l'énergie solaire pour engendrer une des molécules les plus complexes du monde organique. Et cette molécule, en fait, est une ressource d'énergie fantastique et à la base de la pyramide alimentaire des sols. Et pour qu'elle soit disponible pour ces sols, il faut des champignons. Et en fait, ce que je fais, moi, je suis un accélérateur de vie. Le fait que je cisèle cette matière et que je la mette en tas, je permets à ces champignons de se développer plus vite et du coup de pouvoir améliorer les sols le plus vite possible. Oui, parce qu'une précision, on va en reparler. Oui. Le buis que vous coupez, le bois qui est coupé, il est coupé à une certaine granulométrie. Et effectivement, ces copeaux de bois que j'ai pu voir, ils sont très feuilletés. Tout à fait. C'est ça qui permet le développement de la vie et qui fait que ce compost est nourrissant pour les sols. Tout à fait. En fait, on essaye de reproduire ce qui pourrait se passer au cours de milliers d'années dans la forêt, mais on n'exclut rien. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la broussaille, ce qu'il y a sur place, on la coupe au ras du sol, donc il y a une repousse qui est présente pour les générations futures. On n'est pas là du tout pour vraiment raser, on est là pour faire une gestion agroécologique, donc c'est important. Pour donner une petite anecdote, sur le plateau, il m'appelle le barbier du Larzac. Le barbier du Larzac, pour quelle raison? Vous imaginez, un barbier vous coupe la barbe et la barbe repousse. Voilà, vous avez compris l'anecdote. C'est pareil avec le buis. Voilà, donc du coup, on se retrouve en fait avec des images qui permettent aux gens de se rendre compte qu'en fait, c'est une ressource fantastique. Et lorsqu'on va parler calorimétrie, qu'on va parler chaleur, on va se rendre compte que cette broussaille est amplement suffisante pour chauffer beaucoup de foyers français. Alors, si moi, dans mon jardin, je veux couper les arbres qu'il y a et pouvoir créer l'énergie thermique avec ça, j'imagine que ça ne va pas marcher. Il faut quand même se rendre compte que chez vous, vous vous chauffez avec donc l'énergie thermique qui est produite par ces tas de compost. Vous avez quand même d'énormes tas de compost de buis derrière chez vous. Donc, pour arriver à créer de l'énergie, il faut une certaine quantité de broussailles. Voilà. Alors, il y a eu des essais en Allemagne sur ce genre de procédé avec des plus petites échelles. Ça fonctionne seulement à plus petite échelle quand le tas a un problème ou quand il y a un problème de fonctionnement, on se retrouve sans chaleur. Donc notre idée avec Enercop, ça serait de faire des centres mutualisés de réseaux de chaleur où on puisse redistribuer. On va aborder ce sujet. Vraiment, l'idée globale, c'est à l'échelle de l'individu, c'est très difficile, très fastidieux. Et puis, j'insiste sur un point, il ne faut pas couper les arbres, il faut laisser les arbres. Les arbres sont la vie de la forêt, il faut couper la broussaille et éventuellement les branches basses. Donc. Comment est-ce qu'on différencie la broussaille des arbres ? Alors, la broussaille, en fait, son cycle de régénération est beaucoup plus court. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé une ronce ou un genêt ou un petit Citez-nous des exemples pour qu'on comprenne mieux. Donc la ronce, le buis... genêt, le buis, les cades, les arbousiers, toute la forêt méditerranéenne basse, tout ce qu'on peut voir, en fait, est à régénération relativement courte en fonction des sols. Alors sur le buis, on est sur la plus longue régénération, autour de 15 ans. Mais vu que le système racinaire est préservé, on a des buis qui repoussent très vite. C'est-à-dire que si vous démarriez de zéro, vous mettriez 15 ans à avoir un buis. Mais vu qu'on a le système racinaire en place, vous savez, ça repousse très rapidement. Et alors sur d'autres essences, ça peut être moins de 7 ans. Donc c'est vraiment une ressource qui capte l'énergie solaire et qui est capable de la restituer sous forme de molécules organiques complexes qui, elles, engendrent cette énergie. Et le débroussaillage a également l'avantage de lutter contre les feux de forêt puisque vous dégagez de l'espace. Tout à fait. On a les pompiers du sud de la France qui sont venus me voir, qui aimeraient développer ce genre de procédés à grande échelle, qui en fait sont plutôt de l'entretien. Comme vous avez vu sur le reportage, on a une main très précise, on est capable de sélectionner chaque essence, on n'est pas là pour tout raser, j'insiste encore sur ce point. Et en fait, cet entretien est nécessaire. Il faut savoir que les feux de forêt coûtent une fortune à la collectivité. Si on mettait ne serait-ce qu'un tiers des budgets pour la prévention, pour entretenir ces forêts, en fait, on économiserait énormément d'argent lorsqu'il y a un gros feu de forêt. Le message est passé. Le message est passé. Nicolas, vous vous inspirez largement dans votre démarche, vous appuyez même sur les méthodes Jean Pin. On va parler un petit peu de ce monsieur. Jean Pin avait mis au point, théorisé, mais aussi mis au point concrètement les méthodes Jean Pin. C'était dans les années 70. Quelqu'un qui est devenu éleveur un petit peu sur le tard et qui finalement s'est intéressé à la broussaille. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, ça n'avait pas vraiment marché ? Et à quel moment de votre démarche vous avez découvert ces méthodes-là ?
Alors, Jampin, il faut savoir qu'il a été dans une période où, en fait, au début de ses activités, ça a été très médiatisé, ça a été on va dire, mis en avant. Et il se trouve qu'il y a eu une crise pétrolière qui a engendré ça. Et lorsque le cours du pétrole, en fait, a baissé, qu'on a eu une énergie un peu plus facile, il est un petit peu, malheureusement, tombé dans les oubliettes. Je pense qu'il était un peu trop tôt, vous voyez. Et il y a un temps pour tout. Alors moi, il y en a beaucoup qui disent que je suis un héritier de Jampin, mais j'essaye d'y croire. Vous le revendiquez? Oui, je le revendique parce que c'est un homme qui a apporté beaucoup à cette planète, qui a réussi à réunir beaucoup de procédés et arriver à mettre au point ces méthodes qui sont très précises. Et j'insiste, il faut vraiment être formé pour y arriver à ce niveau-là. Mais vraiment, le gros avantage de l'ensemble de ces méthodes, c'est qu'elles restent quand même accessibles, et notamment à des pays qui n'ont pas la technologie dont je dispose. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans nos pays, en fait, on a l'avantage d'avoir la technologie. On peut avoir un peu moins de main-d'œuvre que dans d'autres pays plus pauvres, où il y aura le remplacement par la main-d'œuvre. Donc, c'est des méthodes qui sont applicables à l'échelle de la planète. Parce que ce qu'il faut quand même pour couper cette broussaille, c'est la fameuse machine qui effectivement peut aller en milieu difficile, couper la broussaille. C'est comme une main humaine. Tout à fait, c'est basé sur une main géante. Et sans cette machine, on ne peut pas obtenir un compost de bonne qualité pour voilà, créer cette énergie thermique. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'on ne génère pas suffisamment de matière pour arriver à faire, on va dire, un tas suffisamment conséquent qui va engendrer cette énergie-là. À plus petite échelle, on peut avoir des pertes par dissipation thermique, alors que nous, on génère des tas suffisamment importants qui, eux, vont augmenter le potentiel de cette énergie. Donc, si vous voulez, c'est juste ce que vous avez dit, on a quand même besoin d'un facteur, on va dire, intermédiaire entre cette énergie soleil, cette broussaille présente, et puis la récolte. Et cette machine répond tout à fait à tous les systèmes de récolte, parce qu'on est vraiment dans des conditions très difficiles. Et si on l'a validé sur le Larzac méridional, en gros, on l'a validé partout en France. Alors, il y a des endroits où il y a moins de broussailles, il y a des endroits où il n'y a pas forcément de parc éolien, il n'y a pas forcément de panneaux photovoltaïques. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour assurer la ressource en énergie, par exemple, de tous les habitants français? Mais il y a quelque chose qui s'appelle le réseau. Et le réseau électrique, donc, qui date maintenant du début du XXe siècle, qui s'est petit à petit développé juste après la guerre, après 1945. Ce réseau permet de mutualiser justement toutes les sources d'énergie différentes. Et si à un moment on n'a plus de soleil à un endroit, il y a peut-être du vent un peu plus loin, ou de l'hydraulique, donc de l'eau qui continue à courir. Donc si moi je m'approvisionne chez Enercop par exemple, si tout à coup il n'y a plus de soleil ou que le vent vient à manquer, je vais quand même avoir de l'électricité. Oui, tout à fait. Tout à fait, justement à cause de ce réseau parce que si la France a décidé en 2007 d'ouvrir le marché de l'électricité à d'autres opérateurs, à privatiser, EDF donc est devenue une entreprise privée. Néanmoins, tout ce qui est le réseau, donc le réseau électrique, c'est ce qui correspond aux routes et aux autoroutes, si on veut aujourd'hui, à tout le réseau départemental, ça c'est resté effectivement sous une seule entité. Donc c'est au niveau du réseau, de cette gestion du réseau, que l'on arrive à avoir de l'électricité toujours, partout, à tous les endroits. Donc concrètement, parce que ces deux questions se rejoignent, vous parliez tout à l'heure de pouvoir redistribuer cette chaleur qu'on récupère du compost de buis au plus grand nombre. Quels moyens techniques faut-il pour arriver à ça? Cette mise en réseau, en quoi elle consiste concrètement? C'est des tuyaux? Alors le réseau déjà, je pense que à partir du moment où on parle simplement d'un réseau de chaleur, il y en a un ici à Montpellier qui est en train de se faire à proximité d'ici sur Port-Marianne. Avec de la chaleur, on ne va pas pouvoir l'emmener sur des milliers de kilomètres. Ce n'est pas quelque chose qu'on stocke, ce n'est pas un frigo, ce n'est pas un sac de riz ou de café qu'on peut emmener dans un camion. La chaleur, on ne peut pas la stocker. En fait, comment vous faites chez vous? Le procédé de broussaille est le premier procédé qui permet de stocker de la chaleur. En fait, on déplace l'état là où on a besoin de la chaleur. C'est l'état qui se déplace vers l'habitant et non pas la chaleur qui est acheminée via des réseaux. Donc, la grosse idée, c'est d'arriver à débroussailler les pourtours embroussaillés des zones à risque d'incendie et de mutualiser cette énergie à l'endroit où on a besoin de cette chaleur. J'insiste juste sur un point, c'est que ce procédé en fait permet de ne pas minéraliser. Lorsqu'on brûle des copeaux de bois, on va en générer des cendres, comme sur un feu, alors qu'avec la méthode Jampin, en fait, on n'a pas de perte matière. Toute cette chaleur qui va être distribuée lors du compostage va pouvoir à terme être restituée au sol et cultiver des légumes excellents pour la santé. Alors, dans les endroits où il n'y a pas de broussailles à proximité, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on déplace des tas de broussailles là où il y en a.
pour qu'ils aillent là où il n'y en a pas, en quelque sorte. C'est ça qu'il faudrait faire? Alors, moi, je veux juste prendre un aspect très intéressant d'Enercop, c'est ce qu'ils vous ont dit, c'est que ce que j'apporte, en fait, c'est un pilier de plus, d'accord? Voilà. On a besoin de toutes les transitions énergétiques. Imaginez une commune très embroussaillée, comme l'Arzac méridional ou autres, ont intérêt à utiliser les réseaux de chaleur de broussailles. Des zones comme la Camargue, où il n'y a plus assez de broussailles, ou des zones beaucoup plus écartées, vont plutôt utiliser le vent ou d'autres énergies, marée motrice, ainsi de suite. Notre intelligence, actuellement, c'est justement de regarder la ressource locale et d'aller vers le système le plus cohérent au niveau écologique. Vous voyez ? Parce que, si vous voulez, d'un côté, tout simplement, ce qu'il faut bien insister sur le fait, c'est de pouvoir mutualiser à la fois les points de production, mutualiser les intelligences, mutualiser les manières de faire. Se fixer simplement sur une chose. Ça a été, moi en France, le nucléaire à une certaine époque, et on a tout misé dessus. Miser sur une seule autre chose, les gaz de schiste, par exemple, aux USA, etc. Si on ne prend qu'une seule ressource dans quoi que ce soit, à ce moment-là, on va en général à la catastrophe. Parce qu'on fait des choses énormes, et dès que ça devient... S'il y a une échelle minimum à trouver, par exemple, là, dans ce principe, on sait qu'on ne peut pas le faire trop petit, on ne peut pas le faire trop grand non plus. Et c'est en multipliant les points d'entrée, justement, qu'on va arriver à avoir une ressource pérenne et durable tout le long. Il faut donc avoir des productions plurielles. Absolument. C'est comme avec les plantes, le principe de la polyculture. Tout à fait. Pour créer des compléments. Pour en fait augmenter le potentiel de biodiversité. Alors ce qui est intéressant dans ce procédé-là, en fait, c'est qu'il marche la nuit, il marche le jour, il marche quand il pleut, il marche quand il fait pas beau, il marche. Donc si vous voulez, c'est un tampon à l'énergie pétrochimique parce que quelque part, c'est de l'énergie solaire. Le pétrole, en fait, est aussi de l'énergie solaire stockée sous des millions d'années d'existence. Mais en fait, la broussaille, en fait, est une énergie solaire disponible qui se renouvelle rapidement et qui va pouvoir être déclinée sous plusieurs formes. Donc actuellement, on maîtrise la partie calorimétrique, mais on est en train de développer aussi des prototypes pour transformer cette chaleur en électricité, en énergie mécanique. Donc il y a des procédés qui existent. Alors racontez-nous justement ce prototype sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors, oui. Pour moi, je peux un petit peu reprendre par rapport à cela. Pour moi, au niveau de la méthode justement que Nicolas est en train de développer, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une destruction, c'est une transformation. Si vous voulez, même quand on va, aujourd'hui, si on a du pétrole à ce moment-là dans une centrale, on brûle le pétrole et après il n'y en a plus. Si même on a du bois dans une chaufferie à bois, le bois ensuite est détruit, il n'y en a plus. Avec cette méthode, là, on a une transformation véritable de la matière. Et donc, on peut continuer. C'est même plus une cogénération ou trégénération. C'est peut-être des mots qui commencent un petit peu à rentrer dans les mœurs. Mais là, c'est de la multigénération. Parce que déjà, on commence... La broussaille, auparavant, même là, on a eu des inondations il y a peu. On demande en général dans les rivières de nettoyer tout ce qui est autour et on brûle sur place. Et bien là, donc, on peut faire toute une chaîne, effectivement, pour arriver à valoriser cela et à transformer quelque chose ensuite. C'est par justement ces tout petits pas, ces toutes petites méthodes, c'est ce que nous prenons aussi au niveau d'Enercop, d'avoir justement, au lieu d'avoir des gros centres, une multiplication de points effectivement de départ, de transformation, des points de production pour que tout le monde puisse se le réapproprier. Et je reviens donc à l'histoire des prototypes. Qu'est-ce qui serait possible de faire dans un moyen terme avec cette énergie thermique? Vous parliez d'une école. Oui, alors au niveau de l'école, il y aurait possibilité donc de mettre en place des tas, d'accord, avec la captation hydraulique. Donc il faut savoir qu'une centrale chaudière classique à fioul, on peut la dériver et se servir de tout le système après la chaudière pour l'utiliser avec notre système. Donc c'est très facile en fait, il faut brancher quelques tuyaux et ça fonctionne. Il faut trouver la surface, mettre en place l'état et puis avoir les personnes qui vont pouvoir gérer ça et de façon pérenne. Donc l'ensemble de l'idée de ce prototype, c'est de mettre Enercop vraiment sur le dossier pour qu'il puisse se servir de ce prototype pour après engendrer des petits. Et le projet Buxor, globalement, peut s'implanter partout en France. Donc c'est vraiment l'idée. Même là où il n'y a pas de la broussaille, par le principe de mutualisation dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, mais bon, l'idée quand même, c'est d'être autour de berceaux de matières disponibles. Hein. Il faut quand même des endroits pour stocker cette broussaille. Oui, quand même mais ça reste déjà en extérieur. Il n'y a pas de dalle bétonnée à faire, il n'y a pas de système de ce type parce que c'est vraiment un système qui n'est pas consommateur d'eau. Donc on a vraiment un système qui est agroécologiquement viable, qui ne va pas engendrer de pollution de nappes phréatiques et ainsi de suite. Donc vraiment, on a cette possibilité, un terrain vague, un terrain en friche de zone industrielle fonctionnera.
Oui. Et en attendant, évidemment, pour chacun chez soi, faire du compost avec des feuilles et des branches, c'est possible. C'est toujours mieux. Il Voilà. faut toujours mieux faire ça que de brûler. Et ça fait pousser vos fruits et vos légumes de manière naturelle. Je voudrais qu'on finisse avec vous, Yves-Alain Liénard. Oui. Vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ce terme recouvre? Quelle réalité très concrète, en quelques points, pour qu'on comprenne, parce que c'est des entreprises qui commencent à émerger, qui revendiquent des valeurs. Quelles sont-elles? Alors déjà, une chose, l'économie sociale et solidaire, ça n'est pas simplement dans le sens social pour s'occuper de la pauvreté, etc. Ce sont des entreprises que l'on pourrait dire classiques. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est simplement le fait que même si ce sont toujours des hommes, même s'il y a toujours une production, un ancrage territorial et le besoin de faire des bénéfices pour la pérennité de l'entreprise, c'est que dans une entreprise classique, ces bénéfices vont bénéficier à quelques-uns, ça va être de l'accumulation. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est de la répartition. On va en faire bénéficier le plus possible de personnes. C'est la réinjection des bénéfices dans l'entreprise elle-même, et c'est aussi une question de salaire. L'entrepreneur ne doit pas avoir un salaire trop élevé par rapport à celui de ses salariés. C'est important de le dire. À la limite, ça c'est presque anecdotique. Là, le plus important pour moi, c'est vraiment le fait qu'on reste sur une propriété collective, donc on va abonder de l'argent dans l'entreprise pour qu'elle soit durable et pérenne, et en même temps, les prises de décision, donc là c'est le deuxième point, la prise de décision, ce n'est pas simplement quelques personnes qui la prennent, mais c'est tous les sociétaires de chaque entreprise sociale et solidaire. C'est ce qu'on appelle la gouvernance participative. Exactement. Vous êtes la seule structure, là, aujourd'hui, à faire ça en France? En quelques mots, on va finir là-dessus. Non, on est assez nombreux. Du point de vue de l'énergie, de l'électricité, nous sommes les seuls. Parce que même en énergie, il y en a quelques-uns qui font justement des chaufferies bois ou ce genre de choses, qui sont aussi en coopérative. Mais au niveau de l'électricité, nous sommes les seuls et nous revendiquons vraiment cette différence par rapport à tous les concurrents, que ce soit EDF, Direct Oui, etc. Donc vous êtes présent en région Languedoc-Roussillon, mais aussi partout en France sur toute la France. Et en Europe. Et je vais en profiter pour finir là-dessus, pour vous dire qu'en novembre, c'est le mois de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Des infos sont à trouver sur le net là-dessus. Pour trouver des infos complémentaires sur la broussaille, vous tapez buxor.fr, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et demain, Jean-François, on se retrouve avec un nouveau sujet. D'abord, merci à vous, Marion. Merci, messieurs, Merci. d'avoir été avec nous. Vous parliez de nouveaux sujets. Quel sujet? On va aborder la question de la gestion de la lagune. On va s'intéresser à l'étang de Thau. À l'étang de Thau. Quel beau programme à nouveau. Pour vous dire que cette émission, même si elle est en direct ici depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon, elle est également enregistrée, que vous pouvez retrouver dans nos intervenants, dans vidéo à la demande, sur larégion.tv. Tout à l'heure, à 18h, la petite leçon d'onologie avec Dominique Laporte. Et puis un rendez-vous musical ce soir, comme hier soir. Et ce sera le deuxième showcase avec Savignoni Trio. Encore merci à tous les deux, messieurs. Merci à Marion. C'est près de chez vous. Merci à vous. C'est près de chez vous. C'est demain à 17h. Merci, au revoir.